Là, on va démarrer tout doucement. On va vous proposer différentes visios, différents ateliers en ligne autour des bonnes pratiques du télétravail, parce qu'on le sait, en ce moment, le télétravail à domicile, c'est pas toujours évident. Tout le monde doit se réorganiser différemment. Du coup, on vous propose d'aborder un thème différent autour des bonnes pratiques du télétravail, pour vous donner quelques conseils sur cette nouvelle organisation. Aujourd'hui, on va parler du bien-être en télétravail. On est avec Aurélie Bachelet, fondatrice et dirigeante de Gingerly. Elle va nous parler de gestion du stress. Et juste avant, on est avec Constance Dos, qui est ergothérapeute. Bonjour Constance. Bonjour. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra au fur et à mesure. Alors donc Constance, tu es ergothérapeute. Est-ce que tu peux déjà nous définir ce qu'est l'ergonomie et Oui, quelles sont les bonnes postures? l'ergonomie, la définition de base, c'est l'étude de l'adaptation optimale de l'environnement physique aux activités humaines pour obtenir le maximum de productivité avec un minimum d'effort, de fatigue et de désagrément. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on va rechercher de la productivité, forcément, mais en essayant d'avoir un minimum d'effort, de fatigue et donc de désagréments éventuels, donc tout ce qui est douleur, maux, voilà. Donc, on est dans la recherche de productivité et en essayant de diminuer tous les risques qui peuvent influer du coup sur notre corps. Et donc, quelle est l'importance d'avoir une bonne posture en règle générale? Alors, la bonne posture, c'est du coup, enfin, l'idéal pour avoir une bonne posture, c'est d'éviter toutes les douleurs. Donc, il n'y a pas de règles strictes pour avoir une bonne posture, ça dépend des gens, forcément. La bonne posture pour vous, c'est celle qui est confortable, celle dans laquelle vous allez vous sentir bien, que vous allez pouvoir garder assez longtemps sans occasionner de douleur. Je vais vous donner quelques bases quand même théoriques qui permettent de trouver la bonne posture. Donc déjà, on va essayer de trouver une position neutre, donc assise ou debout. L'idéal, c'est d'avoir le cou droit, hein, pas en torsion ou en flexion. Les épaules droites et relâchées. On essaie d'avoir les coudes du coup à 90 degrés en angle droit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir le clavier à hauteur des coudes. Donc les avant-bras posés sur un bureau. C'est pour ça que la hauteur du bureau va être importante et du coup la hauteur de votre chaise aussi. Donc le clavier et la souris doivent être à hauteur de vos coudes. L'idéal, c'est d'avoir également les genoux à 90 degrés et les pieds bien à plat au sol. Donc dans ces cas-là, si votre table n'est pas réglable, que vous réglez votre siège, vous pouvez aussi mettre un repose-pied. Donc forcément, il y a besoin des fois de prendre du matériel. Si c'est qu'une solution temporaire, simplement mettre une petite cale en dessous de vos pieds pour vraiment avoir les pieds bien au sol. Ce qui est important aussi, c'est l'écran de votre ordinateur. Il faut qu'il soit à hauteur de vos yeux pour éviter tout ce qui est cervicalgie. Alors le problème souvent, c'est qu'on travaille, surtout en télétravail, sur des ordinateurs portables. Donc en général, on a le regard qui part vers le bas. Et ça peut occasionner à long terme et dans une position prolongée des cervicalgies. Dans ces cas-là, l'idéal, c'est de rehausser l'ordinateur pour que la vision soit du coup bien en face de l'écran. Alors pour ça, soit vous pouvez le surélever sur des livres, ou alors vous pouvez aussi utiliser, maintenant ça se fait beaucoup, des supports ergonomiques, ça coûte qu'une dizaine d'euros, ce qui permet de incliner un petit peu l'ordinateur portable pour que vous ayez le regard en face. Alors l'inconvénient, c'est du coup qu'au niveau du clavier, vous allez devoir relever les mains, vous allez dire que ça fonctionne plus du coup par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, il faut s'équiper aussi d'un clavier et d'une souris Bluetooth pour continuer à avoir bien les coudes sur le clavier, la souris et le regard en face de l'écran. Et alors, pour s'asseoir aussi, on parle beaucoup des ballons, de s'asseoir sur des ballons de gym, de fitness. Est-ce que c'est bien ça pour la posture? Oui, ça peut être très intéressant. En fait, l'idéal, c'est de pas avoir de creux au niveau des lombaires. Donc, si vous avez un siège, évitez tout ce qui est déjà canapé, les assises très molles. L'idéal, c'est d'avoir quand même une position assez active et de pas avoir de creux au niveau des lombaires. Donc, si votre siège n'est pas adapté ou que c'est pas un siège ergonomique,
n'hésitez pas à mettre un petit coussin dans les lombaires pour être quand même bien posé au fond du siège et que ça creuse pas. L'idéal des ballons comme ça, c'est qu'en fait, on va avoir une position dynamique, les pieds bien au sol, et on a tendance, quand il n'y a pas de dossier, à se tenir bien droit. Donc ça, c'est une solution qui est beaucoup utilisée en ce moment. Il y a même des entreprises qui s'équipent comme ça. Il y a même des écoles qui s'équipent de ballons pour que les enfants continuent à être un petit peu actifs. Et en fait, c'est une position qui apparemment aurait vraiment des bienfaits. Donc l'idéal aussi, tout à l'heure on parlait de risque de télétravail, c'est la sédentarité. Forcément, on est beaucoup sur l'ordinateur, on ne bouge pas beaucoup. N'hésitez pas à bouger au cours de la journée, à faire des étirements, ou par exemple à positionner votre imprimante à quelques mètres de votre bureau pour avoir à faire des petits déplacements. Et justement, en parlant de, voilà, de petits gestes, de petites astuces, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour gagner en productivité quand on reste toute la journée voilà, chez soi en télétravail? Ce qui est important, c'est de faire des pauses régulières. Donc, n'hésitez pas voilà, à aller prendre l'air un petit coup, à bien vous hydrater surtout, à changer de position régulièrement. Et n'hésitez pas à faire quelques petits étirements, à bouger, à aller marcher un petit peu. Faut éviter aussi tout ce qui est stimuli extérieur. Donc, éviter d'avoir l'écran de télévision ou votre téléphone à côté. Pour être productif, il faut avoir des moments de concentration. On dit que toutes les 20 minutes, c'est bien de faire une petite pause de quelques minutes. On dit entre 20 secondes et 2 minutes. Bon, voilà. Même si vous avez votre téléphone à côté, pendant 20 minutes, vous êtes bien concentré. Après, vous octroyez une petite pause, ce qui permet que pendant la période de travail, vous êtes vraiment productif. Évitez aussi tout ce qui peut être des problèmes, enfin, dans votre environnement, tout ce qui est sonore, donc beaucoup de musique. Maintenant, il y a les plateformes de musicales comme Spotify ou Deezer qui proposent des playlists assez calmes pour se concentrer, même relaxantes, ce qui permet là d'être, pour certains, ça marche très bien, d'être assez productif, d'être apaisé et bien travaillé. Et alors toi, qu'est-ce que tu appliques pour toi, par exemple? Moi, j'aime bien avoir une musique d'ambiance, mais très très douce. Je sais que pendant les périodes de travail, ça dépend des gens, mais un court temps de 20 minutes, une demi-heure, où vous êtes très concentré, je sais que là, je vais être vraiment très productive. Je me mets aussi toujours à côté d'une fenêtre. Alors l'idéal, je vais pas parler de fatigue oculaire, mais c'est d'avoir toujours de la lumière naturelle. Donc si vous pouvez être à côté d'une fenêtre, même pour la bonne humeur, pour l'énergie, c'est hyper important. Mais essayez de pas vous mettre en face, de l'avoir plutôt sur le côté. Parce que niveau de la luminosité, par rapport à votre écran, si vous l'avez en face, vous allez être très fatigué. Et si vous avez la lumière qui vient de derrière, ça va refléter dans votre écran, ça peut être aussi fatigant. Donc l'idéal, c'est de se mettre à côté d'une fenêtre, d'essayer de travailler dans un environnement calme, éventuellement mettre un peu de musique. Moi, je sais que j'aime bien, ça me motive un petit peu, et faire des pauses régulières, de bien s'hydrater. Et voilà, je pense que c'est trouver un bon environnement de travail, c'est se sentir bien, avoir une position qui nous convienne, où on n'a pas de douleur, mais surtout il faut bouger, pas rester sédentaire, aller faire du sport après le boulot et s'aérer un petit peu. Très bien, merci Constance. Et alors on a une question, quels sont les risques d'un mauvais placement à long terme? À long terme, ça peut engendrer donc des troubles musculo-squelettiques. Donc j'entends par là tout ce qui est lombalgie, cervicalgie, mais d'autres mots, l'utilisation d'outils informatiques, c'est connu aussi pour tout ce qui est canal carpien ou la fatigue visuelle. Hein, il y a aussi toutes les pathologies qui arrivent aussi au niveau des yeux. C'est les risques qui arrivent le plus souvent, c'est les lombalgies et les cervicalgies. Ça, c'est le problème d'une mauvaise posture. On entend souvent à la télé qu'il faut bouger tout ce qui est lombalgie, et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Il y a aussi les risques, j'en ai pas parlé, on appelle ça les risques psychosociaux. Le problème du télétravail, c'est le coup, on ne voit pas beaucoup ses collègues, et le but, c'est quand même d'éviter un isolement social. Donc, continuez à bien communiquer avec vos collègues, avec vos équipes, c'est hyper important de ne pas se sentir tout seul chez soi.
Très bien, merci. Merci Constance. Maintenant, je vais donner la parole à Aurélie Bachelet. Tu peux nous rejoindre, Aurélie, on ne te voit pas encore. Voilà, parfait. Donc toi, tu es fondatrice et dirigeante de Gingerly Oui. et tu as créé la méthode Gingerly. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux nous présenter cette méthode? Oui, en fait, c'est une méthode qui s'inspire de l'Ayurveda. Donc, c'est la médecine ancestrale indienne qui a plus de 5000 ans et qui est reconnue par l'OMS depuis les années 80. Donc, elle a la particularité de traiter la personne dans sa globalité. Et donc, cette méthode, il y a les 3 champs d'action, c'est l'alimentation, puisque notre énergie en dépend. Ça va être aussi la posture, donc ce que disait Constance, la posture, mais aussi la respiration. Et le 3e champ, ça va être l'hygiène de vie, tout ce qui est conseillé en hygiène de vie. Donc la mission de Gingerly, c'est de donner des clés, donc c'est très pratique, pragmatique pour retrouver un équilibre de vie. Et donc j'interviens dans les entreprises sur différents programmes, soit pour mieux gérer son stress, soit pour favoriser le lâcher-prise, ou soit pour être acteur de son énergie au travail. Et donc justement, avec les entreprises, j'imagine que tu as dû observer des difficultés dues à l'organisation de travail de certaines entreprises. Comment ça se passe en télétravail? Est-ce que tu as des retours de tes clients? Oui, on est justement en échangeant avec des clients ou même avec des partenaires. Les retours, le défi principal et la grande difficulté, effectivement, c'est de garder le lien avec les équipes, de maintenir aussi l'engagement. Donc c'est pour ça que certaines entreprises organisent des événements, des morning cafés pour vraiment garder du lien avec les équipes. Et aussi là actuellement différents ateliers pour vraiment faire de la cohésion d'équipe. Et le 3e point, c'est aussi d'adapter aussi le management au télétravail et donc d'avoir plus d'écoute pour les collaborateurs, de donner plus de sens et donc vraiment d'essayer d'avoir de plus en plus de communication en fait avec les équipes. D'accord. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de gestion du stress. Comment est-ce qu'on peut définir le mot stress? Est-ce qu'on peut parler de stress positif, de stress négatif? Oui, en fait, le stress, c'est positif à la base. Ça existe depuis très longtemps. Justement, c'est le stress, donc ça vient du latin stringere, et en fait, ça veut dire oppressé. Donc c'est vraiment, on le ressent de toute façon dans son corps quand on est stressé. Notre respiration, elle est complètement saccadée. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 8 Français sur 10 qui font de l'apnée de l'hymen. Donc par exemple, l'email est un facteur de stress et c'est vrai que quand on en reçoit en moyenne une centaine par jour, ça peut créer beaucoup de stress et du coup on peut bloquer sa respiration. Donc, mais le stress c'est quelque chose qui est positif puisque c'est la réaction de notre organisme à un événement de l'environnement. Donc à la base, ça a été une réaction très positive quand on était en danger pour pouvoir s'enfuir. Donc là, c'est l'hormone de l'adrénaline aussi qui se met en action. Et ensuite, on a la 2e phase du stress, qui est la phase de récupération, avec le cortisol notamment. Donc il y a ces 2 phases-là qui sont importantes. Et quand on parle de stress négatif, en fait, c'est le stress chronique. Et le stress chronique, c'est quand on a des phases de stress qui sont de plus en plus intenses et surtout de plus en plus rapprochées. Et c'est ce qu'on observe beaucoup actuellement dans les entreprises, c'est que, et notamment le télétravail, ça demande une sursollicitation aussi des collaborateurs qui sont de plus en plus sollicités par les différentes tâches. Et Alors du coup, qui se sentent complètement happés par ce stress en fait. Alors justement, pour toutes ces personnes, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer son stress au quotidien? Alors au quotidien, moi ce que je conseille, la première chose, qui est la chose la plus facile à mettre en action, c'est vraiment la respiration. Avoir une respiration beaucoup plus lente, profonde, permet d'inverser le mécanisme du stress, puisque quand on est stressé, on va plutôt avoir une respiration qui va être rapide,
courtes. Et du coup, le fait d'agir sur son souffle, sur sa respiration, ça permet d'agir sur son mental et donc d'activer le système parasympathique qu'on appelle, donc c'est le frein, pour justement calmer le rythme cardiaque et avoir un effet immédiat sur les ressentis par rapport au stress. D'accord. Est-ce que tu as d'autres outils à nous donner sur cette gestion du stress? Alors sur la gestion du stress, ce qu'on peut faire aussi effectivement, donc Constance parlait de posture par exemple, le fait de synchroniser, donc de faire des étirements, c'est vrai que c'est très important et encore plus en télétravail, mais du coup le fait de synchroniser le souffle et le mouvement, ça permet vraiment de relâcher les tensions, puisqu'il faut savoir aussi que le stress provoque des tensions musculaires, on a souvent mal dans le haut du dos. Et donc, ça permet vraiment de détendre toutes les parties du dos et de relâcher cette pression. Après, ce que j'ai envie de dire par rapport au stress, il faut savoir aussi que on se met aussi beaucoup, le stress vient aussi beaucoup de la personne par rapport à une interprétation des événements. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment être acteur du stress, on peut vraiment agir. Et donc, c'est essayer de sentir quand le stress arrive, de voir un petit peu, d'observer qu'est-ce qui se passe dans le corps, à quel endroit ça se situe, de voir quelle est la pensée qui est associée, parce que bien souvent, il y a une pensée négative qui arrive, et du coup, de reprogrammer son mental en ayant une pensée positive pour ne pas rentrer en fait dans cette spirale de stress qui épuise et qui prend énormément d'énergie. Et je trouve que si les symptômes de stress, donc au niveau physique notamment, sont vraiment très propres à chacun. Donc par exemple, ça peut être intéressant d'observer où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est au niveau de la mâchoire? Est-ce que c'est au niveau du dos? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Parce que des fois, on n'a pas conscience qu'on est stressé. Et de sentir où est-ce que ça se passe au niveau corporel, ça peut être aussi un indicateur en disant attention là, je sens que je ressens du stress et tout de suite, je vais mettre une action au niveau de la respiration, par exemple. D'accord. Alors on parlait de stress. La méthode Gingerly, c'est aussi, tu parles aussi de lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Alors déjà, qu'est-ce que n'est pas le lâcher prise? En fait, bien souvent, quand on parle de lâcher prise, les personnes imaginent que c'est ne rien faire, c'est du laxisme, c'est voilà, c'est d'être attentif et d'observer et de ne pas agir. C'est pas du tout ça. Le lâcher prise, en fait, c'est vraiment lâcher tout ce qu'on ne contrôle pas. Quand on est dans ses actions, même par rapport à ses propres objectifs, par exemple, on va mettre en place un plan d'action. L'idée, c'est de donner le meilleur de soi, mais par exemple, de lâcher sur ce qu'on ne maîtrise pas. Il y a vraiment des choses, des paramètres qui ne nous appartiennent pas. Et sur ces paramètres-là, ça nécessite de lâcher prise, parce qu'au plus on va être en résistance, au moins on va réussir à avoir les idées claires. Donc voilà ce que je peux dire pour le lâcher prise. Donc c'est vraiment cette attitude d'être relâché aussi corporellement, mais d'étudier en fait la situation, de l'observer avec du discernement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et de se concentrer sur ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se concentre sur ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est là effectivement où ça n'a pas d'impact et on va s'épuiser et on va avoir les choses de façon très négative. Alors j'imagine que c'est compliqué aussi entre le fait de se dire je lâche prise et lâcher prise. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour y réussir tout doucement? Les petites astuces, ça va être vraiment effectivement ça se fait pas en un jour, hein, c'est vrai que c'est une pratique au quotidien, ça demande de l'entraînement et ça demande beaucoup de persévérance. Donc c'est pour moi, quand je parle de lâcher prise, j'explique toujours que c'est la persévérance et le lâcher prise. Les deux vont vraiment ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est déjà revenir à soi et c'est revenir dans l'instant présent. Parce qu'on est beaucoup soit dans le passé, soit dans le futur. Et le fait de se concentrer dans l'instant présent, ça permet vraiment de resituer, de se remettre dans le contexte
et d'observer ce qui se passe concrètement. Quand on est dans le futur, on va commencer à faire des projections, à imaginer des choses, et du coup, on revient dans ce système de pensées négatives qui se mettent en place. Donc moi, par rapport au lâcher prise, donc c'est vraiment un retour vers soi. En fait, quand on parle d'instant présent, c'est vraiment revenir vers soi. C'est de développer ses ressources internes et de s'auto-observer en fait. Donc ça va être des moments aussi, ça peut être aussi des moments de silence. Alors je dis pas que c'est de me faire ça pendant une demi-heure, mais juste quelques minutes pour juste revenir et écouter ses ressentis, écouter et s'observer. Principalement, ça va vraiment être ça pour éviter les ruminations et tout le stress que cette situation inédite provoque. Et alors, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un exercice à nous proposer pour lâcher prise, pour gérer son stress? Alors moi, ce que je trouve intéressant, et pour faire le lien et le parallèle avec ce que disait Constance, comme on est beaucoup au niveau sur les écrans, ce qui peut être intéressant à mettre en place, donc déjà, c'est de faire des pauses cérébrales. Donc des pauses cérébrales, c'est déjà des pauses de respiration. Et notamment, là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une technique qui permet justement d'éviter d'avoir le mental qui surchauffe, d'avoir des picotements dans les yeux et du coup de faire un retour vers soi. Donc, vous voulez que je vous fasse pratiquer, c'est ça? J'explique comment on fait? Oui, c'est ça. C'est ça? Donc en fait, vous allez mettre, donc vous allez amener les mains jointes et vous allez frotter vos mains. Donc frottez assez rapidement les mains et vous allez venir poser les coudes sur votre bureau et vous allez venir déposer les mains au niveau des yeux et vous allez fermer les yeux. Donc le poids de la tête est complètement maintenu dans les deux mains. Et vous allez bien évidemment donc essayer de vous concentrer sur votre respiration, donc avec l'air qui rentre par les deux narines, le ventre qui se gonfle, et sur l'expire, le ventre qui se dégonfle avec une légère contraction du bas du ventre et l'air qui ressort par les narines. Donc vous allez visualiser votre souffle sur l'inspire, sur l'expire. Et vous allez sentir petit à petit votre tête qui est complètement détendue, en tout cas qui se détend progressivement et qui est bien maintenue par les deux mains. Donc vous allez un peu relâcher vos épaules parce qu'on a souvent les épaules qui sont un peu hautes. Donc redescendez bien vos épaules, relâchez complètement la tête, déposez vraiment la tête dans les deux mains, les mains tenues. Et vous allez sentir progressivement la nuque qui se détend aussi, le haut du dos. Et continuez à visualiser votre souffle. Les yeux sont fermés. Donc continuez à respirer progressivement et vous devez sentir, laissez vraiment aller. Ne mettez pas de résistance. Sentez vraiment que votre cou, vos épaules, votre dos se détendent de plus en plus. Et je vous invite aussi à, sur chaque expiration, à ressentir les pensées qui s'éloignent. Relâchez un peu vos pensées, tout ce qui vous préoccupe en ce moment, vous relâchez, vous laissez partir. Prenez encore quelques instants de respiration. Et essayez, si c'est possible, de détendre un peu plus. Sentez aussi au niveau de la mâchoire
qu'elle est un petit peu plus relâchée. Décontractez bien. Vous pouvez dénouer la langue aussi. Toutes les parties de votre visage sont détendues. Puis vous allez continuer à respirer profondément. Gonflez bien le ventre sur l'inspire. Et contractez bien le ventre sur l'expire. Créez vraiment de l'espace à l'intérieur de vous avec la respiration. Puis tout doucement, vous allez garder les yeux fermés, redresser la tête et vous allez venir mettre vos avant-bras sur la table. Vous gardez bien les yeux fermés, donc vous devez déjà sentir effectivement un peu plus de lumière. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux et revenir dans votre salle, dans votre pièce. Donc voilà ce que je voulais vous proposer par rapport à cette technique, qui est la technique du palming. Du palming. Et donc, comment? Du palming. Oui, et ça permet vraiment d'éviter d'avoir des maux de tête lors du travail sur écran, des visioconférences qui sont de plus en plus présentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire régulièrement pour détendre au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a des moments plus propices dans la journée pour faire cet exercice? Alors cet exercice, moi je le recommande de le faire plutôt déjà en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Si déjà on arrive à le faire à ces deux moments-là, c'est super. De pas attendre d'avoir des maux de tête, d'avoir les yeux qui piquent pour faire cette technique. L'idée c'est vraiment de le faire en préventif, mais c'est une pratique quotidienne à ancrer. C'est des vraies routines à ancrer dans son quotidien par rapport au télétravail. Faire ses pauses cérébrales, donc ça en fait partie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer dans son agenda. Très bien, bah merci beaucoup. Constance, si tu es encore là, on a une question pour toi. Tu peux rallumer ta caméra et ton micro, parfait. Ouais. On a Lise qui demande si tu peux donner des exemples d'étirements à faire par rapport à la posture. Oui, bien sûr. Au niveau du coup des jambes, parce que c'est vrai quand on est assis comme ça à longueur de temps, on peut avoir des petites tensions au niveau des ischio-jambiers ou des fessiers. N'hésitez pas à du coup vous lever, faire des exercices comme des exercices de sport qui permettent du coup, vous vous mettez debout. Alors je vais avoir du mal, on ne verra sûrement pas. Vous vous mettez debout et vous allez tout doucement. Alors Aurélie parlait de respiration, c'est là que c'est hyper important. Les exercices d'étirement, il faut toujours les accompagner de respiration, inspiration et vraiment quand vous expirez, vous allez chercher vos pieds. Donc là, c'est un des exercices qui peut être fait. Vous vous mettez debout, tout doucement vous baissez. Vous allez chercher vos pieds tout doucement. Et petit à petit, vous inspirez. Et quand vous expirez, vous allez un peu plus loin, jusqu'à aller chercher vos pieds. L'étirement, il doit durer à peu près 30 secondes. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est au niveau des jambes, déjà des ischios et des fessiers, parce que c'est les muscles qui vont être le plus en tension quand on est longtemps assis. Ça va aussi faire du bien au niveau du dos. Alors après, ce qu'on voit souvent pour les gens qui s'étirent comme ça, c'est vrai que ça peut faire du bien. N'hésitez pas à étirer vos bras. Pareil, vous accompagnez toujours d'expiration, inspiration. Quand vous expirez, vous allez chercher encore plus loin. Et on va étirer le dos aussi vers le haut, dans la longévité, pour tirer la colonne. Donc vous allez attraper vos mains comme ceci. Vous allez tirer vers le haut et on essaie de se grandir. Alors vous pouvez le faire assis, mais aussi debout. Si vous faites debout, tirez bien vers le haut, mais pas trop en arrière. Si vous tirez en arrière, vous allez du coup tirer sur les lombaires et ça peut accentuer ces douleurs-là de tension au niveau du dos. C'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais des tensions lombaires. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent, ça et les cervicales.
Donc faites très attention à vos lombaires. Essayez d'avoir toujours quelque chose d'assez dur, un bon maintien dans le dos. Mettez un petit coussin derrière votre dans le creux lombaire. Ce sera déjà très très bien pour votre confort. Et accompagnez toujours d'étirements, de petits déplacements au cours de la journée. Très bien, merci Constance. Aurélie, j'ai encore une question pour toi, si tu peux revenir. Oui, justement, on parlait donc de gestion de stress, de lâcher prise, on a parlé aussi un peu de posture. Est-ce qu'il faut aussi mettre en place une certaine hygiène de vie avec une alimentation saine? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, par rapport au télétravail, ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est de faire des bonnes pauses déjeuner. Puisque du coup, on a tendance parfois à ne pas prendre ce temps-là. Donc, c'est de prendre ce temps-là de pause de déjeuner. Et après, en hygiène de vie, bah déjà, c'est d'avoir un bon sas de décompression entre la journée de travail et la vie familiale le soir. Donc, de prendre un petit temps, quelques minutes, pour justement se déconnecter du travail. L'idéal aussi en bonne hygiène de vie, bah, c'est le sommeil, on va en parler. Pour bien dormir, bah, ça va être de manger le plus tôt possible. Éviter de manger trop tard, en tout cas, ne pas manger vers 22 heures, puisqu'à partir de 22 heures, votre organisme, il élimine les toxines. Du coup, il peut pas à la fois digérer et éliminer ces toxines. Et c'est ces toxines-là aussi qui vont prendre une bonne partie de votre énergie. Donc, manger le plus tôt possible, disons 1h30, 2 heures si possible avant de se coucher. Et aussi de manger toujours à heure régulière. Au plus vous allez apporter de la régularité, que ce soit au niveau des horaires de repas ou des horaires de sommeil, au plus ça va vous aider à régulariser votre rythme métabolique. Par rapport à ça aussi, je pense notamment par rapport au rythme métabolique, c'est de faire les tâches qui sont plus intellectuelles le matin. Donc vraiment toutes les tâches qui vont vous demander beaucoup de concentration, mieux vaut le faire le matin que l'après-midi. Ça c'est aussi en lien avec le sommeil. Et le matin, la chose à faire déjà, c'est de prendre quelques minutes pour s'étirer. Moi, comme elle a pu montrer Constance, de faire des étirements quand on est sur son lit, quelques minutes, et de visualiser les 3 choses les plus importantes de sa journée. Donc ça permet au mental de bien se préparer à faire les choses les plus importantes pour la journée. Mais en tout cas, mieux vaut éviter quand on se lève le matin, de regarder son téléphone, et du coup on voit les mails, et là on est parti dans l'engrenage qui peut provoquer du stress. Donc voilà, donc juste prendre ce petit moment pour soi et de visualisation des 3 choses les plus importantes. Très bien. Et après, en termes d'alimentation, bah, ça va être de manger effectivement des choses assez simples, mais éviter de manger des repas trop lourds et trop copieux le soir, qui vont avoir un impact sur le sommeil et qui a un impact sur l'énergie. Et aussi de se coucher pas trop tard non plus, parce que c'est vraiment le sommeil qui est le plus récupérateur, c'est vraiment les premières heures de sommeil. Donc voilà, donc c'est de se coucher à 11 heures grand maximum, c'est l'idéal quand c'est possible. Donc, il faut bien respirer, il faut bien manger, il faut bien dormir, différentes règles. Si tu pouvais nous faire un petit résumé des règles à suivre pour être bien en télétravail. Alors pour être bien en télétravail, déjà, moi je trouve que c'est l'endroit où on travaille. C'est d'avoir un espace. Alors si on est par exemple dans son salon, qu'on n'a pas, mais savoir une table qui soit rangée, ne pas avoir des choses qui traînent. Enlever toutes les notifications de téléphone qui vous font perdre du temps et qui vous prennent énormément d'énergie, puisque le mental se déconnecte et met beaucoup de temps après à se reconcentrer. Après, ça serait la règle numéro 3, ça serait vraiment de faire des pauses régulières, se concentrer aussi sur une monotâche, donc 20 minutes, 30 minutes maximum sur une seule tâche, et ensuite faire une petite pause de 3 minutes pour justement quitter l'écran, regarder autre chose qu'un écran.
Ensuite, ça serait de se créer une bulle en fait, hein, pour être vraiment le plus concentré possible, donc éviter les dispersions. Par rapport au temps de réunion aussi, de privilégier plutôt des temps de réunion plutôt courts, parce qu'à un moment on décroche et on se fatigue énormément, donc c'est vraiment problématique. Les réunions répétitives en visioconférence. Voilà, et aussi les notifications, ça j'en ai parlé. De bien gérer son temps et de prendre des moments de récupération. Et aussi, une chose importante, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Si on n'a pas réussi à faire la to-do list qui est hyper conséquente, et c'est de les replanifier pour le lendemain. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être bienveillant avec soi-même, de pas être non plus dans une perfection, de vouloir tout faire. C'est d'accepter que la situation, elle n'est pas l'idéal. On n'a pas forcément le bon matériel par rapport à la posture, ou on voit pas ses collègues, donc les échanges sont plus difficiles aussi par rapport à ça. Donc c'est d'amener cette bienveillance là. Et qu'est-ce que je pourrais dire autre chose? Je sais plus, il y avait quelque chose qui m'était venu, mais c'est reparti, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, d'accepter tout ça et de se concentrer et vraiment de mettre des vraies routines dans son agenda. C'est comme se brosser les dents, c'est des moments de respiration, des moments où on déconnecte par rapport à l'écran. Voilà, ça c'est vraiment clé parce qu'à la longue, ça va créer énormément de fatigue et à un moment, on n'est plus du tout, de toute façon, plus efficace. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Vous savez quoi faire maintenant pour vos journées de télétravail. Si vous voulez aussi d'autres conseils, d'autres échanges autour du télétravail, n'hésitez pas à rejoindre l'outil Telegram. Il y a un groupe qui s'appelle Télétravail en Pays de Saint-Omer. On se retrouve mardi prochain à 9h pour une initiation au yoga avec Solène et jeudi prochain à 13h30 une autre visio, un autre atelier en ligne, les bonnes pratiques du télétravail. Cette fois-ci, on parlera des aspects juridiques, le droit du travail, le droit du télétravail, le droit à la déconnexion. Merci Aurélie et merci Constance et bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Constance, t'as pas allumé ton micro. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.